mon petit coin. Oui, très bien. Comment tu vas? Alors, Comment ça se passe? pardon, Comment ça se passe? confiné, évidemment. Enfin, maintenant, c'est déconfiné, mais quand même, il faut être prudent, hein, Oui. parce que le virus est partout. Et je t'avais dit que j'allais subir une intervention chirurgicale. Oui. Oui, c'est un adénome de l'hypophyse. Bon, ça a l'air impressionnant, mais c'est bien maîtrisé. Ouais. Mais donc, si Faisons j'étais confiance. Faisons si j'étais confiance à la technicité. Je te souhaite un très, très prompt rétablissement. merci. Donc, je te remercie Bon, encore plus parce que tu as accepté de m'accorder cette entrevue. Euh, on va commencer à enregistrer, ça te va? très bien. Super. Donc, pour te présenter, docteur Charles Bollen, vous êtes médecin, vous êtes docteur en médecine, vous êtes consultant international en santé publique, notamment auprès de l'OMS durant une trentaine d'années, spécialisé en épidémiologie, pédagogie médicale et gestion des systèmes de santé. Vous êtes l'auteur de Vers l'unité pour la santé, qui est paru en 2000. Et c'est en 2004, 2005, je crois, que je t'ai rencontré pour la première fois au Maroc. C'est ça? C'était dans, c'était dans le cadre d'une mission que tu accomplissais au Maroc, dans le cadre de la réforme des études médicales. C'est ça? C'est ça, effectivement. Oui, une réunion à Rabat. Je pense que c'est à l'initiative de la Société marocaine de médecine générale. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'était quand même des professionnels de la santé qui Voilà. avaient. Et donc, moi, c'est à cette occasion-là que j'ai fait connaissance avec toi en tant que personne et avec le concept de Vers l'unité pour la santé, le médecin 5 étoiles et tout ce qui va avec. Donc, je suis devenue une adepte du médecin 5 étoiles. Et donc, j'essaye depuis de convertir le maximum de professionnels de santé à ce genre de concept. Et donc, voilà. Mais écoute, euh, ton avis sur la crise Covid, sur les réorientations extrêmes des systèmes de santé qui se font à grande vitesse, qu'en pense le consultant et l'expert? Alors, mais précisément, avec plusieurs collègues, on réfléchissait à cette question et on a même publié un papier ou deux qui va, j'espère, sortir et qui démontre qu'aujourd'hui, avec cette crise évidemment exceptionnelle, ça confirme encore une fois que on a besoin d'un partenariat très solide entre les acteurs du système de santé. Ce que nous n'avons pas malheureusement encore, mais on le voit très bien. D'ailleurs, les termes de responsabilité sociale sont très souvent énoncés dans les médias et on a besoin évidemment des autorités sanitaires, mais des professionnels de santé, du public qui doit suivre des recommandations, du monde des assurances, du monde du travail. Bref, devant une grande crise, manifestement, il faut créer une unité. Ça ne veut pas dire qu'on va corrompre son âme, mais ça veut dire qu'on est tous d'accord sur des grandes orientations. Et donc, l'équité, c'en est une, et l'efficacité des systèmes de santé. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, tout ça se vérifie. Demain, quand la crise sera passée, il ne faudra pas faire comme avant. Pourquoi? Parce que d'autres phénomènes vont nous arriver, moins fulgurants que le Covid-19, mais toutes les maladies chroniques qui vont, bien entendu, occuper beaucoup le système de santé avec une population vieillissante. Et là, encore une fois, on n'en sortira pas, sauf s'il y a un grand partenariat avec les grands acteurs de santé. Ce ne sera pas facile parce que c'est pas juste un petit arrangement, on va se mettre d'accord, etc. C'est vraiment revoir le fond de sa mission et son rôle profond dans l'institution.
Cette révision des rôles et des missions, elle est à faire pour chaque intervenant du système de santé. Et donc, quel... Absolument. Absolument. Moi, j'ai l'habitude de dire que il n'y a aucun système de santé véritablement dans le monde. Si on définit un système comme un ensemble cohérent d'efforts, d'engagement, aimantés par un même but. Ça n'existe pas, sauf dans les pays évidemment exceptionnels pour des raisons, toutes sortes de raisons politiques historiques, comme par exemple Cuba. Bah, voilà. Et puis d'autres petits pays qui ne se font pas remarquer. Mais sinon, dans nos sociétés à nous, malheureusement, le modèle, c'est le silo. Chacun a sa vision, sa mission, ses ambitions, ses objectifs, son organisation, et donc on est relativement structuré en silo. Or, il y a des relations. En silo cloisonné pour chaque niveau du système et pour chaque intervenant. C'est ça. Oui, oui, je viens juste de lire un article là euh, qui s'appelait Le consensus pour le médecin saoudien de demain. Voilà, c'est une thèse de doctorat et donc on m'a fait passer ça. Mais euh, l'auteur de cette thèse explique que le consensus autour du futur médecin, c'est un arrangement entre les éducateurs, les enseignants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, etc. Alors que c'est encore une fois reconfirmer le silo, alors que c'est une question qu'il faut poser À la population. à la population, aux utilisateurs, etc. Donc, un changement de mentalité profond. Voilà. Ben, au Maroc, ce qui s'est passé comme dans tous les autres systèmes de santé, c'est qu'il y a eu du jour au lendemain une réorientation totale du système vers tout ce qui est hospitalier, services de réanimation, services d'urgence. Et les médecins généralistes au Maroc se sont retrouvés un petit peu perdus, un peu beaucoup des fois, et rajouter à ça le cloisonnement historique qu'on a dans notre système de santé entre le privé et le public. Donc, autant les collègues généralistes publics au niveau des centres de santé sont hyper mobilisés avec une surplus de charge de travail, autant les collègues dans le privé, ils se sont retrouvés un petit peu à patauger en matière pour trouver l'information, pour trouver comment orienter leurs patients et autres. Et donc, de toutes les entrevues que j'ai eues, c'est vrai que les systèmes étant différents, les généralistes de par le monde souffrent quand même aussi parce qu'ils se sont retrouvés pris de court dans leur relation avec leurs patients. Oui, c'est un phénomène général, donc ça signe effectivement, je dirais, la, le manque de convergence et de cohérence à l'intérieur du système de santé. Et évidemment, c'est compliqué de changer tout ça à la fois parce qu'on sent très bien que ce n'est pas juste une petite réforme à gauche ou à droite ou améliorer un salaire, que sais-je, ou ajouter une compétence. C'est plutôt, je pense, une révision du système globalement, en se reposant des questions fondamentales sur ce que nous devons faire. Je prends un exemple, parce que c'est celui dans lequel j'ai beaucoup travaillé, dans le domaine académique. Alors, nous allons prendre une faculté de médecine et nous allons considérer, par exemple, le problème de l'accréditation. L'accréditation, c'est reconnaître l'excellence par un panel d'experts, etc., éventuellement international. Mais l'excellence, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut même reposer cette question-là. Alors, pour ceux qui ont travaillé là-dessus, parmi lesquels je suis, l'excellence d'une faculté de médecine, c'est démontrer sa capacité à améliorer le sort de la société, et la santé, répondre aux besoins prioritaires de santé. Bien sûr qu'elle le fait, mais elle ne le fait pas suffisamment. Et donc, il faut reposer des questions si fondamentales. Qu'est-ce que c'est un bon médecin? Qu'est-ce que ça sera un bon système de santé? Qu'est-ce que c'est une bonne assurance santé?
Et manifestement, ça passe par des considérations altruistes, et plus que monétaires et autres. Oui. Et donc, cette réflexion, à la limite, ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où les intervenants sont à des niveaux, entre guillemets, égaux. Comment un académicien va-t-il écouter ou être interpellé par un généraliste de terrain? Comment un assureur va être interpellé par un patient malade chronique dont un remboursement traîne? Donc, il y a vraiment, dans cette recherche d'équité et de centrer sur aider la population, les niveaux des intervenants n'étant pas les mêmes, donc quelque part le plaidoyer se fait de façon inégale. Voilà, il faut qu'il y ait un grand accord sur des valeurs de base. Voilà. Ça, quand même, dans une société, dans une nation, il faut pouvoir le concevoir, le déclarer et s'engager publiquement. Et après, on verra comment tout ça peut s'organiser. Mais en prenant par exemple la question de l'accréditation, en général, dans le monde, quand une équipe vient accréditer une université, cette équipe est composée par des pairs, c'est-à-dire des gens qui font partie déjà du système académique. Tandis que dans notre optique, qui est celle de vers l'unité pour la santé et la responsabilité sociale, nous disons que l'équipe qui vient accréditer, elle est composée également par les bénéficiaires, les futurs bénéficiaires du système de santé et du médecin. Donc la population, par exemple, devra avoir un représentant d'une équipe qui va faire l'accréditation. Ça suppose évidemment que ce représentant, cette représentante est informé. Mais l'idée, c'est d'ouvrir. C'est d'ouvrir en toute transparence et laisser l'ensemble des acteurs participer à l'évaluation. Ça nécessite une grande remise des égos professionnels. Oui, alors évidemment, le bouleversement va gêner des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des privilèges qui vont être revus, il y a des pouvoirs qui vont être rediscutés, c'est évident. Mais si on est animé par les valeurs que nous avons énoncées, à partir de ce moment-là, il y a pas seulement des concessions à faire, il y a aussi des nouvelles opportunités à gagner. Oui, oui. Nous connaissons, ben, toi aussi, je suis sûr, plutôt des jeunes médecins qui sont très intéressés par ces questions-là, à travailler en groupe, à avoir non seulement une activité clinique, mais une activité de santé publique, populationnelle, travailler en équipe pluridisciplinaire, bon, faisant de la recherche et donc très ouverts. Nous les voyons. Ils ne sont plus dans un ghetto, dans un statut soi-disant privilégié de médecin. Donc, il y a quand même un mouvement qui se dessine par-ci, par-là, minoritaire, mais comme toujours, les militants, ils sont toujours minoritaires au début. Et ils le resteront peut-être. Oui, parce qu'après les autres vont suivre et quand ils seront tous là, il y aura d'autres causes. Voilà, exactement. Est-ce que un conseil, un message à transmettre aux collègues maghrébins, marocains, parce il y a beaucoup de collègues à travers le monde qui ont participé à cette série d'entrevues. Donc, et pour eux, Charles Bollen est le leader du concept vers l'unité pour la santé et de la responsabilité sociale. Quel message, Charles Bollen, pour les médecins généralistes de demain? Du post-Covid, même pas demain, du post-Covid déjà. Et moi, je pense que le médecin généraliste, c'est l'avenir, pas nécessairement médecin généraliste tel qu'on le vit aujourd'hui. Parce que, bon, médecin généraliste, médecin de famille, bien entendu. D'abord, premièrement, nous savons, maintenant par expérience, que les systèmes de santé les plus performants ont ceux qui ont une première ligne de soins très solide, très prioritaire. Donc, les soins de santé primaire ou la première ligne de santé, c'est celle qui est la plus importante, la plus forte. Très bien. Et les indicateurs de performance, donc,
se manifeste rapidement. Donc, qui est en première ligne? Bon, on va dire le médecin généraliste, mais pas nécessairement celui qu'on voit aujourd'hui, à mon avis. C'est quelqu'un qui devrait partager son temps en, bien entendu, s'intéresser à sa clientèle, qui sera fidélisée, bien entendu, mais s'intéresser aussi aux problèmes beaucoup plus larges qui dépassent le patient, la famille, la communauté, la population d'une façon générale. Et donc, il doit s'intéresser au dénominateur. D'où viennent mes patients? Et que puis-je faire pour la population d'une façon générale? Donc, c'est un mélange entre activité clinique et activité de santé publique. Très bien. Deuxièmement, il ne pourra pas travailler seul, il ou elle. Donc, ça suppose aussi des transformations parce que les tâches peuvent être redistribuées parmi les membres de l'équipe de santé. Hier encore, on disait « Ah, mais ça, c'est pour le médecin ». Mais maintenant, ces choses-là peuvent être déléguées à bien d'autres professionnels de santé qui n'ont pas nécessairement le même curriculum. Mais donc, là aussi, il y a des concessions à faire. Moi, si j'avais une recommandation à faire aux collègues maghrébins qui travaillent en première ligne de santé, qu'ils s'appellent médecin général ou médecin de famille, c'est qu'ils constituent un groupe de travail pour réfléchir sur l'évolution du système de santé dans les années à venir. Et qu'ils se concertent, qu'ils écrivent, qu'ils publient et qu'ils commencent à organiser des activités pilotes dans lesquelles ils seront regroupés dans un certain territoire et ensuite, bien entendu, le faire savoir et commencer à travailler. Écrire, comme tu dis. Je crois que c'est peut-être ça, cette compétence de d'écrire de façon méthodologique en mode recherche-action notre pratique qui nous manque à nous, plus les généralistes maghrébins. Tu as tout à fait raison. Il faut savoir écrire, c'est-à-dire d'abord faire une description critique du contexte, pas seulement de sa propre situation, mais du contexte général, parce que quand même, on reconnaît toujours la valeur de quelqu'un quand il est capable de se positionner dans un contexte, pas par rapport à sa propre profession. Donc, savoir écrire en décrivant le contexte, mais ensuite, eh bien, argumenter le fait que, effectivement, un système de santé qui est basé sur la première ligne forte entraînera toutes sortes de conséquences intéressantes pour la population. Bien entendu. Donc, il faut écrire, il faut publier, il faut participer dans les congrès, il faut, comment dirais-je, participer dans des sociétés internationales où on partage toutes ces idées. Donc, je pense qu'il y a les compétences, bien entendu. Oui. Elles sont là, mais elles doivent être peut-être un peu accompagnées. Voilà, exactement. Et effectivement, depuis une vingtaine d'années que tu côtoies les professionnels de santé dans le Maghreb, il est fort possible qu'on soit plus axé sur une formation ou sur des congrès de formation continue technique plutôt que sur des congrès où on réfléchit approche santé publique, analyse du système de santé. C'est pas parce qu'on ne sait pas, mais c'est parce que forcément dans notre formation, on n'a peut-être pas l'outil pour apprendre ou pour décoder ce genre de discours qui nous paraît pas technique. Donc à la limite peut-être inutile. L'essentiel devient, j'ai besoin d'être efficace auprès de mon patient dans la consultation médicale plutôt que dans une approche d'analyse de contexte. Voilà, bien sûr. Alors, bon, il y a bien entendu des agences internationales qui raisonnent un petit peu comme nous. Donc, WONCA, bien entendu, l'OMS, mais ce sont des agences qui n'ont pas toujours infiltré le tissu national. Donc, il y a des grandes lignes, il y a des déclarations, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on peut tirer tout ça et l'appliquer dans le pays où on est? Ça, c'est... Et dans un pays, bon, vous avez
voilà, toutes sortes de corps constitués, conseils de l'ordre, dont on sait qu'ils ne sont pas toujours à l'avant-garde, et un peu comme un syndicat essaie de protéger quelquefois leurs propres intérêts. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense que dans l'avenir, dans le monde dans lequel on est, et on évolue, et on a commencé nos discussions avec la pandémie, manifestement, on va on va donner du crédit à un professionnel de santé qui est en mesure de comprendre l'évolution du contexte sociétal. Ce qu'on entend trop souvent dire, mais on est oublié, il faut qu'on soit mieux payé, il faut qu'on soit mieux représenté, ce sont des revendications sûrement légitimes, mais ça ne, si vous voulez, ça ne touche pas à un esprit réformateur. Et je pense que le pouvoir politique a besoin d'écouter un message qui est très lucide, qui fait une analyse de la situation et qui, comme je le disais, qui se positionne par rapport à cette situation. Au-delà de revendications, entre guillemets, corporatistes ou syndicalistes, qui, comme tu le dis, sont légitimes. Pour une réforme, c'est un discours réformatif qui va dans le sens de l'institutionnel et du politique qui prend les décisions. C'est ça? Oui, voilà. Je pense que le pouvoir politique, etc., il va commencer à s'ennuyer à entendre des manifestations et des demandes et des requêtes de ceux-ci qui sont très particuliers et corporatistes. Bon, ça va toujours exister, mais c'est pas ce qui commence à faire avancer les choses. On va commencer à écouter beaucoup plus des gens qui comprennent ce que c'est les déterminants de la santé, qui sont capables de faire le rapport entre le bien-être, l'économique, le financier, et l'écologique, etc. C'est ceux-là qui vont être écoutés. Et je pense que un médecin généraliste, un médecin de famille, je pense qu'il a tout pour exprimer ça, mais il ne le fait pas suffisamment. Il ne fait pas suffisamment. Et l'idée que tu as proposée de pouvoir travailler au-delà des concepts généraux qui circulent au niveau de l'international, de pouvoir, à l'échelle de petits groupes ou d'initiatives pilotes, s'approprier ces concepts et les adapter au système de santé pour pouvoir dire, ben voilà ce qu'on propose comme projet de structure de soins, comme tu l'as dit, où le médecin généraliste n'est plus tout seul, où il travaille en groupe, où il délègue des tâches à d'autres professionnels de santé, qui est en contact avec sa communauté. Donc, c'est vraiment ça l'avenir de la médecine générale, pas l'exercice en solitaire individuel à 90% en cabinet. Voilà, j'ai assisté, c'était au début de l'année, à un congrès des, du Conseil général, du Conseil national des généralistes enseignants en France, le CNGE. Le CNGE, ouais. Ouais. Ce sont des gens très motivés, qui ont leur pratique, qui ont une charge d'enseignement et qui ont une charge aussi de recherche. Donc voilà, donc, ce sont des gens avec qui on peut dialoguer. Et donc ce ne sont pas des farouches défenseurs de leur situation professionnelle. Je pense qu'ils peuvent analyser les choses. Eh bien, j'avais constaté avec grand plaisir, c'était à Nantes, oui, au mois de janvier, non, de novembre, pardon, donc l'année passée, qu'il y avait un concept qui commençait à monter, que je trouvais très intéressant, qui était le concept du territoire, comment est-ce qu'il l'appelait, j'ai oublié maintenant les initiales, mais c'est une coordination des compétences dans un territoire. Il s'agissait de dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas travailler en équipe. Il faut que ce soit multidisciplinaire. Il faut qu'on puisse avoir un lieu où on se retrouve. Mais en même temps, on est conscient qu'on est dans un territoire. Et pas un territoire, c'est-à-dire un district, un ensemble de villages, un quartier de ville, etc. Et accepter des missions de prévention, d'éducation, de soins, bien entendu, de réhabilitation, d'éducation. Bref,
Une approche territoriale sur les besoins de santé de la communauté et qui est forcément différente d'un autre territoire. Donc, c'est Voilà. vraiment la force de la spécificité. Ouais. Et donc s'ouvre un partenariat avec n'importe qui peut contribuer au bien-être dans ce territoire. Ouais. Alors, voir un médecin généraliste dans une situation pareille, je trouve que c'est formidable. Et c'est l'avenir. Donc, c'est un concept qui n'a pas encore été clairement exploité, mais ça a été formulé et j'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme autour de ces questions-là. C'est formidable. Surtout dans un pays en France qui est quand même, disons, assez conservateur. Sur le modèle du médecin généraliste en mode cabinet, consultation, effectivement. Voilà. On se rapproche un petit peu de ce modèle historiquement, nous, au Maghreb. Oui, oui. En Belgique, c'est un peu plus, je dirais, progressiste. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de maisons. Médicales. On les appelle médicales, j'aimerais qu'on les appelle plutôt maisons de santé, mais en tout cas, il y a cet esprit-là, c'est un peu plus favorable, je dirais, en Belgique. Parce que ça a commencé plus tôt, et par exemple, le prochain congrès que nous organisons en Belgique, à Bruxelles, avec le RIFRES, c'est une association de médecins généralistes qui organise ce congrès. Tandis que le premier congrès que nous avons eu, c'était à la faculté de médecine de Rabat, c'était donc le milieu universitaire. Là, c'est le milieu professionnel. Donc, parce que nous voulons, c'est le principe de l'unité vers la santé, associer tous les différents acteurs. Et justement, ces groupes belges sont, à mon avis, très progressistes et sont en train de se remettre en question fondamentalement. Ouais. Un dernier mot, Charles Bollen, pour la population, pour nous, pour vous, pour tout le monde, dans le cadre de cette crise sanitaire qui a perturbé notre quotidien de façon radicale. Mais comme toujours, quand il y a une crise, il y a une opportunité. D'accord. Donc, il y a eu beaucoup de souffrance, ce n'est pas encore terminé, nous le savons, et certains disent que le virus sera parmi nous très longtemps, mais ça, il ne faut pas s'étonner parce que tous les virus sont là. Il n'y a que le virus de la variole qui est dans une petite fiole, nous le savons. Mais ce que je veux dire, c'est que cette surprise qui nous a tous subjugués, avec le nombre de décès et de souffrances, doit être l'occasion de se remettre en question et de comprendre que nous n'arriverons jamais au bout de grandes crises sanitaires qui sont des crises de société sans un engagement, une anticipation, un partenariat. Et je pense pouvoir dire qu'il y a dans le monde actuel quand même une frange du monde de la santé qui commence à réfléchir comme ça, et c'est encourageant. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Merci beaucoup, Charles Bollen. Je te souhaite un très, très bon rétablissement, bon courage, plein de bonnes choses pour ton opération et au plaisir de te revoir lors du prochain congrès RIFRES, j'espère. Que d'ici là, on pourra se bouger au-delà des frontières. Merci, Sana, et j'en profite pour te féliciter pour toutes les bonnes choses que tu fais au Maroc, mais on te connaît bien entendu au-delà. Merci beaucoup, Charles. À très, très bientôt. Bye.